immédiate, nous allons inéluctablement vers une pénurie d'hydrocarbures. Nous avons alerté pour dire que ce que vit la SAR actuellement, ce n'est pas normal. Si rien n'est fait, la situation pourrait s'empirer et que l'approvisionnement de la SAR en brut est en quelque sorte compromise. Que c'est lui qui avait donné une caution pour l'approvisionnement du brut de la SAR, notamment plus de 130 milliards. Il avait mis en caution pour l'approvisionnement correct. Il avait aussi établi une ligne de crédit au nom de la SAR pour permettre à la SAR de fonctionner correctement. Donc pour toutes ces raisons, s'il se retire et ne se limitant pas à la démission du conseil d'administration, il a posé un acte en demandant le retrait de sa caution et l'annulation de cette ligne de crédit. En outre, ces syndicalistes annoncent une assemblée générale prévue demain pour élaborer un nouveau plan d'action afin de contraindre les autorités à être plus regardants sur la gestion de cette société de raffinage. Merci Ousseynou. La vague de poussière s'est un peu dissipée aujourd'hui dans la capitale. Hier, certains parents ont été pris de court, il faut le dire. Pas question donc de commettre les mêmes erreurs aujourd'hui. Ce matin, les enfants étaient mieux couverts. Certains parmi eux ont même eu droit à leur petit masque anti-pollution après s'être enduits de beurre de karité. Reportage Aminata Mbaresso et Mohamed Djek. Sur le chemin de l'école, nous avons croisé Madame Camara. Cette mère de famille d'origine burkinabé a ses astuces pour protéger ses enfants de la vague de poussière qui sévit dans Dakar et autres régions du Sénégal. Je mets beurre de karité matin ici avec dans les narines là. C'est fini. Oui. Beurre de karité, masque ou même interdiction de sortir de la maison, les mesures de protection diffèrent. Hier, je me suis arrangée pour garder les enfants toute la journée dans la maison parce qu'il faisait vraiment une vague de poussière insupportable. Moi aussi, j'essaie de les garder dans la maison le plus longtemps possible pour qu'ils n'aillent pas jouer dans la rue. Je les fais également porter des habits pour se protéger contre le vent et la poussière. Dans les écoles aussi, les enfants sont sensibilisés sur comment se protéger contre la poussière. On nous a conseillé de porter les masques, ça aide à se protéger contre les microbes. Ces derniers jours, les changements climatiques ont occasionné une vague de poussière dans plusieurs localités du Sénégal. Les enfants et les personnes âgées, des couches vulnérables qui nécessitent une protection assez particulière. Vous l'avez sans doute remarqué, l'apparition des bacs à ordures dans les rues de Dakar. L'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, a posé 100 bacs pour le moment. Le programme doit normalement couvrir tout le territoire. Déposer des déchets dans ces bacs à ordures, un geste a priori rudimentaire, mais vous allez le voir, certains ont manifestement besoin d'être sensibilisés dans ce sens. Pape Farining et Ababakar Kamara. Plus jamais ce vilain geste, semble dire cette dame à ce monsieur qui, au passage, jetait son mouchoir par terre après usage. Et pourtant, un bac à ordures était juste à côté de lui. Il voit la poubelle tout près, mais il préfère jeter l'ordure par terre. Moi, je ne sais pas si c'est l'éducation ou bon, je ne comprends rien. Moi, même des fois, je vois une personne qui boit son café, après jette le gobelet en bas. Je me dis, waouh, il y a quoi? Malgré l'instauration des bacs à ordures dans certaines rues de la capitale, certains citoyens manquent toujours de civisme et doivent même changer de comportement. C'est vraiment une très bonne chose. Voilà, c'est une culture, voilà, bien-être là, quoi. Toutes ces maladies qui sévissent un peu partout dans le monde, nous, on est obligés de se conformer, quoi, ouais, à l'ordre international. Il faut que nous soyons propres maintenant. C'est très visible, donc quand c'est visible, donc ça encourage les gens. Ça conscientise les gens, ça interpelle les gens quand même à ne pas jeter les ordures n'importe comment. Ça peut être des sachets d'eau, ça peut être des petits bols à café. Quand même ça, c'est très important que les gens commencent à avoir le geste citoyen. Donc ça part d'un constat fait sur l'état de mise en œuvre de notre stratégie de collecte des ordures et qui a prouvé un peu la nécessité de renforcer les outils de collecte. On a installé une centaine de bacs aujourd'hui, essentiellement sur l'avenue Bourguiba et quelques transversales, mais c'est un programme beaucoup plus global qui comprend aussi l'entretien des grandes artères de Dakar. Seul bémol, les vols constatés des bacs
au détriment de toute une population. Il ne faut pas voler ça, quoi. Il ne faut pas voler. Il faut laisser ça. Ouais, il faut une sensibilisation, surtout ça. Ouais, mais puisque je suis un Ndiayen, maintenant, dès qu'un Ndiobène regarde ces bacs-là, c'est moi-même qui va le traquer. Je fais partie de ceux qui font confiance à la citoyenneté sénégalaise. Donc pour le moment, nous n'avons constaté ni vol ni dégradation et je suis persuadé que ça va se maintenir. En tout cas, pour nous, c'était aussi un moyen de titiller cette conscience citoyenne qui est un peu endormie, en tout cas pour ce qui a trait à la propreté, et les résultats sont probants. Autre inquiétude, suivi et ramassage, mais à notre passage à Bourguiba, les agents du nettoiement assurent le ramassage des bacs à ordures. Merci beaucoup, Pape Farah. Dans tous les cas, Ndiayen ou Diobène, les sanctions sont durcies. Désormais, les individus pris en flagrant délit d'incivisme sont passibles d'une peine de 2 à 10 ans de prison suivie d'une forte amende. Ces mesures entrent dans le cadre du programme Cap Karangué, dirigé par les services d'hygiène. Illustration dans ce reportage à la Padoua de Dakar avec Mohamed Samb et Mohamed Djeng. C'est sous ces instructions du major que les agents des services d'hygiène donnent le ton. Ces éléments vont investir les rues de la Patte-d'Oie pour veiller à la salubrité publique grâce au programme Karangué 6. Le code de l'hygiène, qui est une norme pénale qui est dans ce paysage juridique, exige l'incinération des déchets anatomiques et contagieux et impose l'immunisation du personnel soignant. L'eau également, il y a un contrôle technique à faire, voir la source d'approvisionnement, les conduites d'amener, le système de décantation primaire, secondaire, est-ce qu'il y a un traitement par osmose inverse. Tout ça, c'est contrôlé également, des prélèvements sont faits, envoyés au laboratoire pour voir vraiment la qualité bactériologique, chimique et physique de l'eau. S'il y a des défaillances, c'est des amendes et des fermetures. Des mesures dissuasives sont aussi prévues pour sanctionner ces pratiques rédhibitoires pour une bonne hygiène publique. En matière de dépôt de gravats, de ferraille, d'épage, de vidange de fosse, les amendes, c'est de 200 000 à 2 millions. Et l'emprisonnement est de 2 mois et 2 ans. Cela est un caractère dissuasif qui peut même contrebalancer les tendances délictuelles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'intervention de la police administrative, mais également les stratégies de police d'hygiène. Cumuler les deux permettent d'avoir des résultats dissuasifs extrêmement importants. Ce programme qui se déroule à la Patte-d'Oie devra participer au renforcement de la salubrité sur la voie publique. Nous sommes actuellement, comme vous l'avez constaté, sur un dépôt sauvage de gravats. Les agents du service d'hygiène ont déjà fait le constat et sont en train de suivre la rigueur administrative à la matière, parce que c'est un délit. Pourquoi ne pas assainir déjà l'environnement, voir comment améliorer le cadre de vie? Je pense que c'est les seules alternatives que nous avons. Avec 13 millions de décès en Afrique chaque année, l'insalubrité tue plus certainement que le terrorisme. Face à ce danger d'hygiène publique, il est urgent de maximiser les interventions pour un cadre de vie meilleur. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi l'ex-maire de Dakar, Pape Diop, qui attaque sévèrement le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Celui-ci, vous le savez, a déclaré que l'histoire entre Macky Sall et les Sénégalais se termine en 2035. L'ancien PM théorise ainsi la suppression de la limitation des mandats présidentiels, un recul démocratique selon le président de la convergence Bokk Gis Gis, qui s'oppose également à la nomination du maire de Dakar. Voyons tout cela avec Chérif Dia et Abdou Khadr Dabo. Pape Diop se dit choqué par Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et pour cause, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, théorise la non-limitation du mandat présidentiel. Il commet une autre grande gaffe en disant que la majorité des pays dans le monde sont des pays où il n'y a pas de limitation de mandat présidentiel. Alors que cela est totalement faux. Nous sommes en face aujourd'hui d'un régime qui cherche à tout point de vue à conserver le pouvoir. Ce que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre a dit il y a quelques jours également par rapport au mariage entre Macky Sall et le Sénégal qui devrait se terminer en 2035, cela aussi inquiète les Sénégalais. Parce qu'on nous prend pour des demeurés. La colère du président de la convergence Bokk Gis Gis contre le régime de Macky Sall ne s'arrête pas là.
L'idée de la nomination du maire de Dakar est aussi un scandale à ses yeux. Le Sénégal va connaître un recul démocratique de plus de 100 ans. Et la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ne sont pas des exemples par rapport au Sénégal en matière de démocratie. Face à ce qu'il considère comme une violation des acquis démocratiques, l'ancien maire de Dakar appelle à barrer la route à Macky Sall. S'il y a une résistance à organiser, c'est tout le peuple sénégalais qui doit organiser cette résistance. Je compte, moi, sur tous les Sénégalais pour s'opposer à cette forfaiture-là. Recevant le collectif Nyolank, l'opposant et ancien président de l'Assemblée nationale et du Sénat alerte sur la situation économique du pays, marquée par l'augmentation d'autres prix ces jours à venir. Vous l'avez dit, Chérif, Pape Diop s'exprimait en marge de l'audience qu'il a accordée au collectif Nyolank qui organise une marche ce vendredi. C'est pour exiger la libération de Guy Marius Sagna. La manifestation aura lieu devant le camp pénal de Liberté 6. Suivant là-dessus le coordonnateur de Nyolank, Alioune Sané. Il n'y a pas de raison pour que cette manifestation ne puisse pas se tenir. Ça ne fait même pas l'objet d'un débat. On sait que notre administration, malheureusement territoriale, est fortement politisée. Ça, c'est une problématique aussi de ce pays. Avec un préfet qui est fortement politique, qui est dicté parfois par l'autorité politique. Et on a vu à maintes reprises le préfet attendre la dernière heure, quelques heures avant la manifestation, pour se prononcer sur l'encadrement ou non d'une manifestation. Et puis, on ne s'invente pas vétérinaire. C'est le cri du cœur de l'Association des vétérinaires du Sénégal. C'est aussi un secteur qui a besoin d'être réglementé davantage. Il demande l'arrêt immédiat de la vente de médicaments tous azimuts. Ces docteurs des animaux étaient en conclave ce matin avec les distributeurs et le ministère de tutelle. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Jafar Abba. La plupart d'entre eux sont des vétérinaires ou encore des distributeurs vétérinaires. Ensemble, ils examinent point par point tout ce qui ne va pas dans leur secteur. En premier, le marché noir. Aujourd'hui au Sénégal, tout le monde a accès aux médicaments vétérinaires surtout, que ce soit les éleveurs ou que ce soit d'autres vendeurs quand même, que je pourrais appeler le marché noir. Donc ils ont accès à ces médicaments et ils parviennent à le distribuer d'une certaine façon. Et il s'agit aujourd'hui de protéger le médicament. Autre point abordé, le respect de la réglementation. Nous avons l'armature juridique au plan national, mais nous avons aussi l'UEMOA. Il y a la loi 2008 qui est là, que ce n'est pas parce que nous ne parvenons pas à l'appliquer, mais c'est juste que l'environnement n'y était pas pour l'appliquer correctement et mettre des sanctions s'il le faut. C'est le moment pour qu'on s'arrête et qu'on commence un travail véritablement propre. L'assainissement interpelle aussi les distributeurs vétérinaires et le ministère de l'élevage. Il y a eu un rappel sur la loi, et aussi un rappel des constats faits sur le terrain. Donc nous, au fond de ces informations, on va voir les ajustements nécessaires et essayer de les appliquer. Les AMM, les autorisations de mise sur le marché, se font au niveau communautaire. Cependant, à un certain moment, il y a des lenteurs pour la délivrance de ces autorisations. Certes, l'AMM n'est pas encore sorti, mais ils ont envoyé le document au niveau de la commission de l'UEMOA. Si ces derniers nous donnent l'aval, on ajoute ces médicaments dans la base de données. Toutes ces recommandations seront désormais intégrées dans la nouvelle feuille de route de l'Ordre national des vétérinaires. Et Maïmouna, restons justement avec les vétérinaires pour évoquer le coronavirus. La thèse d'une transmission de l'animal à l'homme est avancée. Vous le savez, en Chine, le mammifère pangolin est fortement soupçonné d'être la source de la pandémie que vit actuellement le monde. Dans ce contexte, quelle attitude avoir face à nos amis les animaux? Faut-il fuir les animaleries, docteur? Il s'agit d'un virus qui est passé des animaux aux humains, donc ce qui veut dire que les vétérinaires sont impliqués au premier chef, ce qui veut dire qu'un travail de sensibilisation doit être fait pour le comportement du vétérinaire avec les éleveurs, mais un travail de sensibilisation aussi pour parler un peu de ce virus-là et de diffuser peut-être des spots pour permettre aux gens de se préserver un peu, de se prémunir. C'est une contamination qui n'est pas aussi directe que ça. Donc il faut une certaine promiscuité, il faut que les gens se regroupent. Donc éviter tout ce qui est source de contamination. Donc je pense qu'il a été dit de
ne pas trop se mettre dans des lieux confinés, par exemple, avec une certaine population cible, ou peut-être même éviter d'être dans des endroits qui pourraient être des facteurs de dissémination, par exemple, je pourrais dire dans les animaleries. Et puis la Banque européenne d'investissement, partenaire de la Société nationale des eaux du Sénégal, la BEI, en visite actuellement à Dakar les différentes installations financées pour un meilleur approvisionnement en eau. Suivons là-dessus le directeur de la SONES, Charles Fall. D'un partenaire technique et financier du secteur de l'eau et de l'assainissement, à savoir la Banque européenne d'investissement, qui est un partenaire de longue date, depuis 1998, qui nous accompagne. Qui nous a accompagnés en 2012 dans le financement du PEPAM. C'est grâce à ce projet que le Sénégal a atteint les OMD à partir de 2003, donc 2 ans avant l'échéance. Ça nous a permis de renforcer la capacité de production dans les régions, au niveau des 14 régions du Sénégal, renforcer également le stockage à travers la construction de châteaux d'eau et de réservoirs au sol, de dizaines de milliers de branchements sociaux, quasiment 35 000 branchements sociaux ont été financés dans ce programme. Profiter à plus de 650 000 personnes de Sénégalais pour un meilleur accès à l'eau. La Banque européenne d'investissement a financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA et a poursuivi ce partenariat à travers la construction de la 3e usine d'eau potable de Keur-Momar-Sarr, qui a pour objectif de sécuriser l'alimentation en eau des régions de Louga, de Thiès, en passant par Tivaouane, la Petite Côte, mais surtout Dakar. Et de l'eau, les habitants de Mboumba en ont bien besoin. Justement, c'est notre reportage découverte du jour. Nous vous amenons ce soir à Mboumba, c'est dans le Fouta. Là-bas, faute d'eau potable, les populations font recours au fleuve pour satisfaire leurs besoins en eau. Le fleuve qui sert aussi d'abreuvage. La zone est aussi frappée par la malnutrition des enfants. 40% des tout-petits souffrent de sous-nutrition. Voyons tout cela avec Habib Faye et Demandao. Un seul forage alimente le village de Mboumba dans le département de Podor. Les populations font recours au fleuve pour étancher leur soif. Une eau qui est souvent source de maladies. Parfois, nous avons de la diarrhée, mais nous n'y pouvons rien. Depuis ma naissance, je bois cette eau. Aujourd'hui, j'ai 82 ans et rien n'a changé dans ce village. Les populations, s'ils utilisent donc sans la désinfecter, également ça pose un certain nombre de problèmes de maladies hydriques que nous connaissons à travers un certain nombre de maladies diarrhéiques. À ces conséquences s'ajoute la malnutrition. 40% des enfants en souffrent selon les résultats d'un dépistage effectué au seul district du village. 30 à 40%. Former encore plus de relais pour augmenter la sensibilisation, faire des causeries dans les postes de santé. Finalement, donc, ça devient un danger public, l'eau étant donc vraiment une denrée rare, mais bon, et que la population, s'ils n'arrivent pas à trouver, également vont se retrouver effectivement donc à boire également surtout. Une structure sanitaire qui manque de personnel qualifié, affirme le maire. Sadel Ndiaye invite le gouvernement à remédier à cette situation. Vous savez quel est le problème qui se pose dans nos zones? D'abord, nous, on est loin du centre-ville. Pour faire venir un prestataire, les prestataires qui se connaissent le plus logent à des kilomètres du Fouta. Pour les faire venir, il faut que le marché soit intéressant. Mais je sais que Mboumba ne fait pas partie dans l'immédiat de ses préoccupations. Mais c'est ça qui nous aurait aidé à régler notre problème. La population de Mboumba se dit exposée. La santé des habitants est plus que menacée à cause de la pollution de l'eau. Merci Habib, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. Devant la barre de Soir d'Info, un juge